Bonjour à tous. Aujourd'hui, je propose qu'on regarde quelque chose qui a été publié récemment par le chercheur indépendant Éric Le Saint, qui a publié un livre et puis qui a fait une vidéo, une émission récemment en direct chez Julie Couvreur. Et ce qu'il y a dans le livre, Éric me l'avait partagé il y a quelque temps. Il avait voulu me faire part de certaines observations, donc on avait discuté en privé de ça. Et il y a des éléments qu'il m'avait présentés, que j'avais trouvé intéressants, mais que j'avais pas eu le temps de vérifier, de tester. J'avais dit: «Écoute, si j'ai un moment, je tâcherai de te faire un outil pour vérifier cette partie-là, pour voir si c'est, vraiment, robuste» et donc j'avais pas eu le temps de le faire à ce moment-là parce que j'ai pas mal de choses à faire et je fais une parenthèse pour dire qu'on m'envoie souvent des choses à lire, à étudier, des recherches que font des amateurs comme moi et j'ai pas toujours le temps de le faire. Alors, vraiment, je suis désolé si je peux pas vous répondre tout le temps ou étudier ce que vous faites. C'est juste pas possible au niveau timing, hein, il faut bien s'en rendre compte et donc là, en l'occurrence, c'est intéressant et il me semblait que c'était pertinent, mais on va étudier, on va regarder un petit peu ce que c'est. Heu, Tout dans ce qu'il m'avait présenté me paraissait pas, facile à défendre. Il y avait des choses qui me paraissaient trop compliquées et d'autres intéressantes. Donc on va regarder un élément, clé et voir si c'est robuste ou pas. Donc là, on est sur Google Earth. Je vais vous montrer, cet élément important qu'il avait partagé et qu'on avait échangé il y a quelques semaines de ça, je pense au mois de février. Donc en fait, il avait, dans l'idée que depuis un lieu qui s'appelle, ici l'Hôtel des Cornes, entre les pattes du Sphinx, il y a une sorte d'hôtel, une sorte de vestige qui est là et donc c'est un point caractéristique. Effectivement, ça me paraît recevable de dire que ce point-là est un point, très caractéristique. D'autant plus que de ce point-là, on peut observer des phénomènes, astronomiques comme le solstice, d'été qui va se coucher ici, entre les 2 pyramides ici. Donc c'est un point d'observation qui est pas du tout banal, situé au entre les pattes du sphinx, donc symbole énigmatique tout à fait, pertinent et donc son idée, c'était, effectivement de voir que depuis ce point-là, on pouvait trouver des multiples en centaines de mètres jusqu'au coin des pyramides ou les demi-bases ou les centres des pyramides. C'est ce que nous avons marqué ici. Tous ces points sont extraits d'une publication de Glenn Dash qui, sur le terrain, a fait des relevés précis des positions des pyramides. Donc c'est un fichier KMZ qu'il a publié, qu'on peut télécharger et utiliser dans Google Earth. Donc c'est la donnée, la ressource la plus moderne que nous ayons pour déterminer les coins des pyramides, ce qui est pas possible si on n'avait que l'image Google Earth parce qu'il manque le parement et que la définition n'est pas suffisante pour faire ça. Mais comme on a des points qui ont été faits à partir de mesures de terrain, on peut faire ce travail. Et donc il avait noté des distances, vous voyez ici, qui fait environ 400 mètres. En fait, on a un tout petit peu plus, on a 401 mètres. Il avait noté qu'il y avait ici, pareil, 600 mètres, on a 601. Il avait voulu, me faire part aussi d'ici d'une mesure de 500 mètres ici, qui est un petit peu inférieure en fait, hein. On a plutôt au moins 2 mètres de moins. Hem, il y avait une autre distance intéressante, ici, qui est la plus précise en fait de la série de mesures, ici qui fait donc, avec la demi-base nord de Mykérinos, on a quasiment 1000 mètres, hein, on a 14 centimètres d'erreur, ce qui est, négligeable. Donc, en étudiant tous ces points-là, on trouvait des multiples de 100 mètres. Heu, Ça peut être très pertinent si la précision est excellente et j'étais pas certain, ça me paraissait pertinent et il fallait que je vérifie pour vraiment, trancher parce qu'en fait, je me suis aperçu en refaisant la procédure qu'on avait une erreur qui pouvait être jusqu'au maximum 3 mètres. Donc, c'était difficile comme ça de dire, c'est, effectivement, les vestiges d'une triangulation utilisant le système métrique. Pour vraiment le confirmer, il fallait donc faire un test et donc je vais vous montrer ce test qu'on a effectué, enfin que j'ai mis en place. Je vais vous expliquer comment ça marche et on va le vérifier ensemble pour voir ce que ça donne, cette histoire de système métrique. Donc pour vérifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer avec un programme informatique une simulation où on va en fait
créer ce point de départ, qui est le point d'origine, et on va créer 3 pyramides qu'on va positionner avec des distances qui sont comprises entre la distance la plus courte, c'est-à-dire 550 mètres environ, ici, et la plus longue, environ 980 mètres. Sauf qu'on va les positionner à peu près n'importe où dans la zone, et on va mesurer depuis ce point haut les distances qu'on va avoir avec tous ces points-là. Autrement dit, en tout, il y a 27 points à mesurer, 9 par pyramide. Et on va donc créer des pyramides dont la taille va être similaire à celle-ci, c'est-à-dire comprise entre 230 mètres et 105 mètres. Et c'est important de créer des carrés qu'on va déplacer dans toute une zone circulaire, hein, qui peut être déplacée, qui peut être carrément tout près du point haut, etc. Parce que les 27 points ne sont pas des points totalement aléatoires, puisqu'ils appartiennent par groupe de 9 à un carré. Autrement dit, ce sont les coins d'un carré, les demi-côtés du carré et le centre du carré. Donc, il faut donc créer 3 carrés qui vont se déplacer dans un intervalle similaire autour de ce point O qui est ici. Donc, dans les simulations aléatoires qu'on va faire par millions, cette pyramide peut se trouver ici. Celle-ci peut se trouver par exemple là. Donc, ça va se déplacer partout autour. Et on va comparer en fait ces 1 million de simulations en mesurant les distances avec la réalité, en tenant compte de la marge d'erreur qu'on a notée en faisant les mesures, c'est-à-dire d'environ 1 à 3 mètres. Et donc, on va voir si, en faisant ces comparaisons, on a un résultat significatif ou pas. Donc, pour être totalement rigoureux, on ne va pas mesurer les distances avec Google Earth. En fait, on va prendre le fichier KMZ de Glendash, on va l'intégrer dans un extracteur de mesure. Donc, on va chercher en fait notre mesure directement dans le fichier KMZ. Donc, on importe les points, tac, et on va calculer les distances avec la formule de Vicenti, qui est une formule la plus précise qu'on puisse avoir en géodésie pour mesurer à partir des coordonnées, des latitudes et longitudes. Voilà, donc c'est fait. Donc là, on a les mesures qui sont faites par ordinateur. Comme ça, on n'est pas tenté, nous, en faisant la mesure, de tendre un tout petit peu le fil à plus ou moins quelques dizaines de centimètres en notre faveur. Donc, ici, ce sont des mesures brutes, déterminées par un programme informatique avec une précision qui est la plus précise que nous ayons à ce jour avec la formule de Vicenti. Et quand on regarde, on va compter le nombre de multiples de 100 mètres, plus ou moins 1, 2, 3 ou 4 ou 5 mètres. Et on voit qu'en fait, on en a 6. On a 6 valeurs qui vont tomber à des valeurs comprises entre 400 et 1000 mètres, à plus ou moins 3 mètres. Et donc, on va aller dans un autre programme, où là, on va déterminer la distance minimum, en fait, entre la pyramide la plus près et la pyramide la plus loin. On a 3 monuments. Les dimensions des monuments, on va les mettre effectivement pour que ce soit cohérent, entre 105 et 230 mètres. Ce qu'on va rechercher, c'est une mesure de 100 mètres. On va mettre une tolérance pour commencer de 5 mètres, qui est vraiment une tolérance large. Là, on est au-dessus de la marge d'erreur. On a donc trouvé 6 mesures à plus ou moins 5 mètres. Là, j'ai 10 000, je vais mettre 100 000, je vais mettre 1 million de simulations. Donc, ça va peut-être prendre quelques secondes. Donc, je lance la simulation. Et donc, il nous donne un résultat, ici, que vous pouvez voir. J'ai donc trouvé par hasard, avec cette précision, seulement 2,7 fois où ça peut se produire. Mais dans la réalité, on en a 6. Et le calcul statistique nous indique que cela est significatif d'en trouver 6 à plus ou moins 5 mètres. En dessous, vous avez un schéma, par exemple, de la simulation, d'une des simulations aléatoires qui nous a placé les pyramides un petit peu au pif autour de cette zone. Et donc, on va avoir avec une précision qui est un peu plus basse, 3 mètres, qui est plus réaliste. Donc, on relance la simulation. Voilà, donc on a une probabilité critique qui est largement significative, vous voyez, puisqu'on est à 0,004. Et le hasard a donné sur 1 million de simulations 1,6 fois où on trouve un multiple de 100 mètres. Et nous, on en a 6 dans la réalité, donc c'est un petit peu surprenant. Et donc, ça suggère clairement que ces distances ne peuvent pas s'exprimer au hasard. Et que probablement, effectivement, on a un module de 100 mètres
qui semble s'exprimer ici. Donc ça, c'est assez curieux, très intéressant, hein, alors le mètre, connu en Égypte, c'est pas une nouveauté, hein, ça fait un moment qu'on le sait, mais de cette manière-là, c'est une nouveauté et au départ, j'étais pas, convaincu compte tenu des erreurs de mesure que je voyais. Je me dis: «Tiens, c'est bizarre, on a quand même quelques incertitudes, donc il faut quand même vérifier plus précisément» et on peut avoir des erreurs, hein, il y a des explications pour comprendre d'où elles viennent. Heu, Par exemple, ce que j'ai pu comprendre en étudiant l'arpentage du plateau de Gizeh à partir des plans de Petrie, Glenn Dash, des travaux de John Legon, c'est que, heu, en réalité, les arpenteurs égyptiens, pour pouvoir transférer une géométrie plane sur un plan au terrain, autrement dit à la terre qui est sphérique, pour faire ça, on doit corriger un petit peu nos mesures ou nos angles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas transposer un carré sur une sphère. Votre carré va être déformé. Soit vous allez réussir à conserver des mesures exactes, ou des angles. Vous n'allez pas pouvoir faire les deux. Ça va déformer les mesures ou les angles. Et les Égyptiens, j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait, c'est que très souvent, ils ont plutôt privilégié les angles aux mesures. Pas toujours, hein, il y a des fois, c'est vraiment la mesure qui est très nettement est privilégiée. Et dans d'autres cas, on voit bien que c'est l'angle qui est privilégié. Et donc, ça peut être lié à ce phénomène de transposition d'une géométrie plane vers une géométrie sphérique qui génère quelques décalages de mesure. Donc ça, c'est la piste, à mon avis, la plus sérieuse qu'il faut creuser pour comprendre ça. Mais c'est pas tout ce qui a pu être, ce que j'ai pu du coup constater en faisant la vérification. J'ai trouvé autre chose, puisque j'ai testé par exemple la coudée royale, enfin, pour voir si on retrouve la coudée royale dans nos simulations. Et lorsqu'on fait l'analyse, eh bien, le résultat, n'est pas significatif. Autrement dit, on n'a pas des multiples de 100 coudées royales. Donc j'ai testé tout un tas de mesures connues et j'ai trouvé, une seule autre mesure, qui est statistique, comment dirais-je? Qui sort vraiment, des statistiques et cette mesure, elle est encore plus présente que le mètre. C'est une mesure qui vaut 80,47 centimètres, à plus ou moins 3 mètres. On va mettre comme on l'a avec les modules en 100 mètres. Et ça, on le trouve 8 fois. Et c'est encore plus significatif que l'autre exemple. Et donc, c'est un autre module qui semble être présent depuis l'Hôtel des Cordes jusqu'au contour des pyramides. Donc, c'est assez surprenant. Cette mesure, alors, qu'est-ce que c'est que cette mesure? Ben, en fait, cette mesure, si vous la multipliez par 20, vous allez trouver un mile anglais, 1609 mètres,4. Et en réalité, je pense que cette mesure-là, c'est un vestige, une trace de l'usage de la métrologie anglo-saxonne, le mile anglais, le pied anglais, le yard anglais. Parce que ça, en fait, ça fait 88 yards anglais exactement, ou 264 pieds anglais. Et c'est l'usage très clairement aussi en Égypte des mesures anglaises, alors ce qui est complètement fou à imaginer, mais en réalité, ça fait quelques années que, on est plusieurs, chercheurs à, l'affirmer avec des éléments de preuve métrologiques qui sont tangibles. Récemment, on a fait une conférence, une émission avec Melissa Campbell pour en parler. Et puis j'ai fait un résumé de sa conférence, j'ai apporté mes recherches, les siennes, on a combiné tout ça et on voit vraiment que les mesures anglaises, c'est quelque chose qui a été utilisé en Égypte et c'est complètement fou à, à admettre. Et pourtant c'est vrai, tout comme l'usage du mètre. Donc, c'est tout à fait intéressant cette histoire de mesure depuis l'Hôtel des Cordes qui se trouve entre les pattes du Sphinx. Alors je reviens un instant sur Google Earth pour, faire des corrections par rapport à ce qu'avait proposé Eric, parce que lui, il a proposé des mesures que j'ai pas retenues, parce que ça me paraît pas, significatif et pas possible de le faire. Par exemple, il avait fait une mesure en partant de l'Hôtel des Cordes, qu'il avait considérée comme mesurant, 800 mètres en partant plein est jusqu'à la base de la pyramide de Képhren. Alors on a 801 mètres, mais le problème c'est que c'est pas en partant sur le coin ici, c'est en étant à la perpendiculaire de la base. Le problème c'est que si on fait ça,
bah, en fait, on doit intégrer une quantité de points tout au long de la figure géométrique et donc c'est pas possible. Parce que pourquoi est-ce qu'on mettrait un angle à 90°? On pourrait aussi mettre des angles à 45° par exemple. Donc ça peut être beaucoup trop compliqué, à faire et donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut écarter. Ça peut être à mon avis, tout à fait, bah, un coup de peau, hein, parce qu'on l'a vu en faisant 1 million de simulations, on a 1,6 fois, enfin 1,6 mesures multiples de 100 mètres. Donc on peut avoir dans notre jeu de mesures un ou 2 exemples qui sont des coïncidences et les autres qui visiblement sont intentionnels. J'ai exclu également une mesure ici avec le centre de ce temple-là, qui était considéré comme 900 mètres parce que déjà je trouve pas que c'est hyper précis et puis, si on met, le centre des temples, on va devoir mettre le centre des pyramides satellites et cetera et ça commence à devenir beaucoup trop d'éléments à intégrer, pour faire, un travail, statistique vérifiable et après ça fait trop de points qui servent à justifier d'autres points et ça, cette espèce de justification en cascade, elle peut être compliquée parfois, elle peut pas être solide. Il faut vraiment réussir à justifier, éventuellement avec la géométrie. Si un point se justifie avec une géométrie particulière, si par exemple on avait, un nombre de mètres avec en même temps un angle qui forme une géométrie très particulière, là effectivement ça peut se défendre parce qu'en fait c'est la combinaison d'autres phénomènes qui viennent soutenir la proposition. Mais ici, voilà, on a quand même pas tout à fait 900 mètres pour moi avec le centre, hein, avec le centre il manque 4 ou 5 mètres. Et puis si je mets le centre de ce monument, je vais devoir mettre beaucoup de choses. Donc ça me paraît pas, défendable. Par contre, le reste, il y a effectivement, un nombre anormal de modules de 100 mètres ou de 80,47 mètres qui ressortent. Donc l'élément est intéressant, évidemment. Pour terminer un petit peu sur, les éléments les plus intéressants, qu'a découvert Eric, il y a quelques éléments qui sont vraiment importants à mon avis. Et dont il faut tenir compte. C'est pas le cas de tout ce qu'il a produit. Il y a des choses où je pense que c'est pas, assez, étayé, pas assez solide, trop, heu, avec des justifications qui sont pas facilement défendables, mais il y a des éléments par contre qui sont vraiment, hyper importants. Et un des plus importants, c'est cette distance qu'il y a entre le pôle Nord, en traçant un cercle ici, jusqu'à notre hôtel des Cornes, autrement dit les pattes du Sphinx. C'est quelque chose qu'il avait découvert il y a quelques années. Donc je viens poser mon point ici, voilà. Et en fait, ce qu'il avait constaté qui est très important, c'est que lorsqu'on fait ça, en fait, on trace une sorte de cercle, un parallèle, si vous voulez, qui passe par le Sphinx et qui fait tout le tour de la Terre à cette latitude-là. Donc ça fait une sorte de calotte de terre, en fait, que vous avez ici, qui est formée là. Ici, on a un rayon courbe. Et il avait constaté que ce périmètre, alors moi je l'avais constaté aussi ça, je l'avais montré différemment, mais en fait, il y a, 10 fois le diamètre de la Lune sur cette circonférence, sur ce parallèle. Et ça, c'est un fait qui est vraiment exact. Alors, il y a des gens qui tentent de contester ça. J'ai vu ça, des gens, qui disent parce que Google Earth, en fait, c'est pas tout à fait un cercle, il fait des sortes de polygones réguliers plutôt que de modéliser un cercle. Sauf qu'en réalité, il y a tellement, de petites portions de ligne droite que ça néglige enfin, on peut totalement négliger, l'erreur de mesure. C'est tout à fait négligeable. D'ailleurs, Archimède, lorsqu'il fait sa démonstration, géométrique pour montrer que pi est encadré entre 223 sur 71 et 22 par 7, pour montrer ça, il utilise un polygone avec seulement 96 côtés. Ici, on en a beaucoup plus. Et donc, c'est pas du tout un problème, cette histoire de tracer des polygones avec des portions de ligne droite. Et donc ça, c'est un fait qui est exact. Et ce qui est fascinant, c'est que ce fait-là est exact en tenant compte de la déformation de la Terre qui est légèrement aplatie au niveau des pôles. Si on prend le rayon moyen volumétrique pour faire le calcul, par trigonométrie, on va avoir une erreur d'une dizaine de kilomètres. Mais ce n'est pas la bonne méthode. La méthode réelle, c'est celle qui tient compte de la forme de la Terre. Autrement dit, de son taux d'aplatissement. Et ça, c'est vraiment exact en tenant compte du taux d'aplatissement de la Terre.
Hem et puis il avait noté que la surface de cette, calotte de la Terre, cette portion-là, mesure, heu, en kilomètres carrés un nombre 127 560 qui en fait heu, évoque le diamètre de la Terre à l'équateur qui fait 12 756 kilomètres. Alors ça peut paraître capillotracté, mais ici, en l'occurrence, je pense que c'est vrai, que c'est réellement un fait majeur qui a déterminé l'emplacement de la Grande Pyramide, parce que vous ne pouvez pas avoir à la fois cette circonférence en relation avec la taille de la Lune, cette surface qui numériquement, d'un point de vue numérique, hein, analogique, nous renvoie en mètres aux dimensions de la Terre à l'équateur, comme on dit son diamètre à l'équateur. Et moi, j'avais constaté autre chose dont j'ai parlé dans une conférence qui s'appelle l'emplacement, le secret de l'emplacement de la Grande Pyramide. Ce que j'avais noté à partir de ce qu'avait dit Eric, c'est que ici, ces 6 684 kilomètres là, en fait, c'est le rayon courbe du pôle Nord jusqu'ici, mais le diamètre total de cette calotte de la Terre, c'est 13 369 kilomètres. Et 13,369, c'est exactement le nombre de fois où la Lune fait le tour de la Terre chaque année. Et donc, c'est un nombre, on va dire, qui relie la Terre et la Lune. Et le fait de retrouver ces trois nombres-là, caractéristiques de manière évidente de la Terre et la Lune, c'est un fait majeur et c'est absolument pas une coïncidence et c'est une clé. Et ça, c'est la plus grande découverte qu'a fait Eric. Et quand Eric m'a montré ça, plus tard, j'ai vu cette histoire, là, des 6 684 kilomètres depuis l'équateur. Et donc, la combinaison ben, de ces recherches qu'on fait dans nos coins, eh ben, ça s'emboîte. Et ça crée cette espèce de découverte qui est absolument fascinante et qui est une clé dont il faut absolument tenir compte. Et puis, il y a autre chose de très intéressant qu'Eric avait découvert et qui est un point qu'il faut conserver, c'est le fait que la distance entre l'obélisque d'Héliopolis, qui se trouve ici, et la pyramide de Djedefre, qui est partiellement détruite, mais dont on voit très bien les restes, eh bien, cette distance-là, en jaune, elle fait 30 000 yards mégalithiques. Et ça, c'est une mesure exacte aussi. Et ça, c'est très, très important. Ces 30 000 yards mégalithiques sont très importants. Moi, j'ai montré que le yard mégalithique est une mesure clé utilisée en Égypte. Et donc là, on a vraiment des découvertes majeures et dont il faut tenir compte pour avancer petit à petit sur ce chemin, pour comprendre ce qui a été fait par ces lointains Égyptiens. Bref, pour conclure, oui, depuis l'Hôtel des Cornes, de toute évidence, il y a des mesures qui semblent être celles du système métrique. C'est une évidence. Tout comme on retrouve aussi des mesures qui semblent issues du système anglo-saxon, les mesures anglaises de pied et le yard anglais. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau au niveau de ce point de vue, c'est-à-dire depuis les pattes du Sphinx, depuis l'autel des cordes entre les pattes du Sphinx, lorsqu'on observe les pyramides, eh bien la présence de ces mesures en mètres ou en mesure anglaise, c'est quelque chose qui est nouveau. En revanche, les connaissances du mètre et des mesures anglaises, c'est pas nouveau. Ça fait un petit moment que c'est connu, pour le mètre au moins dans les années 50 avec Funk et Led. Et puis, pour les mesures anglaises, ces dernières décennies, il y a quelques personnes qui en ont parlé. Euh, et donc, voilà, c'est un fait qui est important, je pense, dont il faut tenir compte. Et dans tout ce qu'a produit Eric sur ce que j'ai vu, hein, j'ai pas tout vu, mais il y a des choses comme ça qui sont très pertinentes, d'autres qui le sont moins. Voilà, parce que je pense que c'est souvent le problème de justifier certaines mesures avec des procédures qui sont pas forcément faciles d'un point de vue méthodologique. Donc, c'est pour ça que ça peut fragiliser parfois l'explication. Mais comme tous les chercheurs, on fait tous des erreurs, on fait tous des vraies découvertes, et petit à petit, on fait le tri. Et c'est vrai que quand je vois le premier documentaire que j'ai fait en 2016 sur Teotihuacan, aujourd'hui, on a les deux tiers à mettre à la poubelle.
Pourtant, c'est le documentaire que j'ai fait qui est le plus vu, mais c'est le plus mauvais, quoi. Il y a pas grand-chose de bon dedans. Il y a quelques éléments qui sont intéressants, qui sont bons, mais toute petite partie. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est un travail, heu, toujours très délicat. J'essaye toujours de trouver des méthodes pour, consolider, vérifier, tous ces éléments-là. C'est possible parfois, parfois c'est pas possible parce que ça peut pas se modéliser facilement. Ici, cette petite portion était faisable et on voit bien que c'est solide d'un point de vue statistique. Voilà ce que je peux dire et ben, je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent le 24 mai. On fait une conférence à Issoire. Il y a 2 conférences dans la soirée et les inscriptions sont sur le site internet. Vous pouvez le voir sur Message de la nuit des temps. Il y a de quoi vous inscrire si ça vous intéresse. Il y a un nombre de places limité, il en reste une petite quinzaine. Voilà, je vous souhaite, bonne fin de journée, bon début de journée, comme vous voulez et à bientôt.